Alors, première question. Je sais que vous n'allez pas répondre. Je vais parler, personne ne va répondre. Du coup, on va tout faire. Je vais tout faire toute seule. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous me dites. Du coup, item A, une réaction de stérification en utilisant du chlorure d'acide sur un alcool primaire donne un rendement de 66% d'ester. L'item, il est faux, puisque quand on utilise du chlorure d'acide à la place d'un acide carboxylique, on aura une réaction qui est irréversible. Et du coup, on aura un rendement de 100%. Du coup, là, on n'a pas de alcool primaire, ça donne 66%, secondaire 60%, ou encore tertiaire 5%. On aura directement un rendement de 100%. Du coup, la A, elle est fausse. L'item B, une déshydratation intermoléculaire d'un alcool, entre parenthèses, élimination produit en alcène. C'est encore un item faux. Quand on parle de déshydratation intermoléculaire, on fait référence à une substitution nucléophile et pas une élimination. Du coup, l'item, il est faux. Ensuite, l'item C, l'élimination unimoléculaire d'un alcool primaire est une réaction d'ordre secondaire qui se produit en une seule étape. Pareil, item faux encore. Un alcool primaire il subit une élimination secondaire ou une élimination bimoléculaire. C'est bien une réaction d'ordre secondaire et elle se passe bien en une seule étape. Ensuite, vous avez l'item D, encore un item faux. On vous dit l'oxydation d'un alcool primaire par le permanganate en milieu acide en chauffant conduit à la formation d'un aldehyde. Là, c'est une oxydation forte parce que vous avez un permanganate en milieu acide et en chauffant, c'est-à-dire un permanganate qui est concentré. Du coup, l'aldehyde, il ne va pas être stable et il va se transformer en acide carboxylique. Du coup, A, B, C, D, c'est des items faux. Ensuite, vous avez l'item E, ça sera forcément l'item qui est vrai. On vous dit les deux types d'oxydation, oxydation forte et douce, sur un alcool secondaire mène à une cétone. Alors, c'est vrai, l'oxydation ménagée ou l'oxydation forte, avec du permanganate et parfois en chauffant, les deux ils mènent à une cétone, dans le cas d'un alcool secondaire. C'est les deux dernières réactions que vous trouverez dans le cours d'alcool. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Je prends ça Non. pour un non. Non, on n'a Nickel, pas merci. de question. Merci. Du coup, la question 2, vous avez un alcène dit substitué, parce que vous avez deux substitutions CH3, et vous avez la réaction d'hydratation. On vous dit l'item A, l'hydratation du réactif conduit à un alcool plus acide qu'un alcool secondaire. Rien, tiens. On aura quoi en 1? Tu peux répéter la question? L'hydratation du réactif conduit à un alcool plus acide qu'un alcool secondaire. Tu m'entends? Oui? Je crois que ça bug. Nathan, t'as la réponse? Mais en fait, je crois que ça va donner un alcool primaire. Et du coup, l'alcool primaire il est plus acide que l'alcool secondaire. Non? Il y a quoi, on utilise quoi comme règle ici? C'est pas une déshydratation? Non, c'est une hydratation. Ah ouais, hydratation. Parce que on a H2O4, H2SO4 et H2O. C'est pas tout le temps que vous trouvez H2O, ça veut dire une hydratation. Je pense que le prof, par Combicov, il vous l'a dit. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais je pense qu'il vous l'a dit. Du coup, là, on va utiliser la règle de Markovnikov. Tu auras un OH qui va se fixer sur le carbone le plus substitué. Et là, on a le carbone le plus substitué, c'est le premier, parce qu'on a deux CH3 qui sont liés au carbone. Ça va jusqu'ici? Ouais. Et du coup, le OH, hop, on aura un OH qui va venir se fixer là. On n'aura plus de double liaison ici. Et du coup, ça donne quoi comme alcool? Bah, primaire. Réal, ça donne quoi comme alcool? Ok. Les autres? Non, mais attends, tu me prends Tertiaire. pour vu. J'ai entendu quelqu'un parler. C'est un alcool tertiaire, non? Oui, c'est ça. Merci. Pourquoi tertiaire? Parce que tu as le carbone qui est là. Tu le vois? Ouais. Il est lui-même relié à trois autres substituants.
Ah ouais, c'est bon, je me rappelle, ok. C'est bon? J'ai une Et du question. coup, oui. Quand c'est H2SO4 qui fait la réaction, enfin voilà, c'est toujours le truc le plus substitué qui reçoit le OH, c'est ça? En fait, là, dans le cours, on vous a dit qu'on suit la règle de Markovnikov. Oui, mais comment on sait à quel moment on la suit? Parce que des fois, il faut suivre C'est- d'autres règles. ouais, Karash. Bah, Karash, tu la suis quand tu as H- et du peroxyde. C'est ce qu'on vous a énoncé. Après, s'il y a d'autres conditions pour faire Markovnikov, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas exactement les catalyseurs qu'il faut pour faire Markovnikov. Il faut juste apprendre que quand vous avez une hydratation avec un alcène, ça fait Markovnikov, il y en a bah, du coup là OH qui se fixe sur le carbone le plus substitué. Mais du coup, là, le thème, elle est fausse, du coup. Ouais, elle est fausse. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. L'item B, la réaction sur la règle de Markovnikov dans une condition unique. C'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. L'élimination bimoléculaire du produit est une réaction d'ordre 1 en deux étapes. Bah, c'est vrai. Alors là, on a quoi comme produit? Un alcool tertiaire. Ouais, l'alcool tertiaire, il suit quoi comme élimination? Élimination unimoléculaire. Ok, c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai du coup, l'item? Ah non. Ah non, parce que c'est Ben une non. étape. Euh, non, non. L'élimination unimoléculaire, elle se fait bien en deux étapes. Non, mais c'est juste que là, il y a marqué bimoléculaire. Bimoléculaire, ouais, Et c'est ça. pour les alcools 1, les bimoléculaires. En fait, l'alcool tertiaire, il suit une élimination unimoléculaire qui se fait en deux étapes, qui est d'ordre 1. En fait, comme c'est une unimoléculaire, on dit que c'est ordre 1 en deux étapes. On a les étapes, c'est formation du carbocation et arrachement des H+, avec la formation de la double liaison. C'est bon, Nathan? Ah ouais, c'est bon. Ok. Alors la D, en cas de déshydratation intramoléculaire, du coup, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première question. En milieu acide et en chauffant sur le produit 1, on obtient un acène. Est-ce que c'est vrai? Oui. 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 C'est quoi une déshydratation intramoléculaire? Bah, j'attends, je pense. De ma part? Oui. Ah, c'est... je sais pas. J'ai pas compris la question en fait. En cas de déshydratation intramoléculaire, on utilise quoi? Substitution nucléophile ou élimination? Euh... Substitution nucléophile. Intramoléculaire? Et non, c'est élimination, non? Vous n'êtes pas d'accord là? Non, mais je sais pas. On ne sait pas. Bah, intramoléculaire, on utilise une élimination. Et intermoléculaire, on utilise une substitution nucléophile. Ah, ok. OK? Oui. Du coup, la D, elle est vraie. La B, elle est vraie. Et la O, on dit la somme obtenue après une réaction de déshydratation intramoléculaire, c'est-à-dire élimination, correspond à l'alcène le moins substitué d'après la règle des estèves. Non, c'est le plus. C'est ça. Ici. Il y a une exception de la règle des estèves, on la retrouve où? Comment? Il y a une exception de la règle des estèves, on la retrouve où? C'est avec, comment on appelle ça là? Avec élimination de Hoffman, je sais pas quoi. OK. C'est ça? Ouais. Mhm. On passe à la question 3. Une amine primaire, pardon, réagissant avec un aldehyde produit une imine. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Pardon. La B, une amine secondaire réagissant avec une cétone mène à la formation d'une amine. C'est vrai. Ouais. C'est Oui. vrai, pareil. Ça, c'est à prendre par cœur. La C, l'alkylation d'une amine secondaire produit une amide NN disubstituée. C'est Gros, pas c'est acylation. acide.
Ouais, voilà. Pardon? C'est acyle, acylation. Oui, c'est ça. C'est l'acylation et c'est pas l'alkylation. Je vous ai mis dans la correction que l'acylation, ça mène aux amides et l'alkylation, ça mène par exemple d'un amide primaire, un amide secondaire, d'un amide secondaire à un amide tertiaire. Et la dernière, vous avez une amide tertiaire qui devient un ammonium quaternaire. Du coup, la D, on vous dit une amide primaire réagissant avec du chlorure d'acide donne un amide N substitué. N substitué, pardon. C'est pas le moins substitué. Pardon? On en a la E là ou la D? Non, la D, la D. Ah, pardon. Mais elle est vraie. Bah oui, elle est vraie. Bah, en fait, c'est exactement comme la D, sauf que c'est bien une acylation, mais quand vous utilisez un alcool primaire qui réagit avec du chlorure d'acide, vous aurez un amide N substitué. Une amide pardon, secondaire, vous aurez un amide NN substitué, et puis voilà, D substitué, pardon. Alors là, l'élimination d'Hoffmann, une réaction spécifique aux aminos quaternaires. On a la formation de la selle le plus substitué. C'est Bah, pas du le coup, moins substitué. c'est ça. C'est le moins substitué, t'as répondu. Très bien. Du coup, la 4. Pardon. Est-ce que c'est compris jusqu'à là? I. Ouais, ouais. Nickel. Alors, on a quoi comme réaction ici? Ozonolyse réductrice, non? C'est ça. On a une ozolyse réductrice. Du coup, l'item A, il vous dit la réduction du produit 1 par l'hydrogène métallique, suivi d'une hydrolyse conduit à la formation d'un alcool primaire. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Moi, oui. Bah oui, du coup. Et les autres? Oui. On aura quoi en 1, Réane? Comment? On n'a pas un aldéhyde en 1? C'est ça, on aura un aldehyde. Et en 2, Une cétone, non? une cétone. Du coup, la réduction de produit 2 dans quoi? J'ai pas Bah, compris c'est la l'item B. La réduction du Ah, produit bah 2 non. par... Ah, bah non, du coup. De quoi non? Bah, la B, elle est fausse, non? La B, on a une cétone, non? Ben, l'acétone, c'est le secondaire. Oui? C'est vrai. Ouais, la B, elle est vraie, Ouais. non? Oui, oui, elle est vraie. Qui a dit que c'était faux? Parce que je reconnais les voix, mais pas les noms. C'est moi, mais j'avais mal lu. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on passe à la C. L'addition de deux équivalents de thiol. C'est une réaction que vous trouvez dans le cours cétone-aldéhyde. Au composé 2 forme le thioacétal plus stable que les acétals. Du coup, la C, C'est vrai. c'est vrai. Le thioacétal, il est plus stable que les acétals parce que à la place d'un groupement OH, on va avoir un groupement soufre. Et comme la réactivité ou l'électronégativité du soufre elle est inférieure à celle de l'oxygène, eh ben, on aura un composé qui est beaucoup plus stable que les acétals. Ça, c'est pour la C. Alors, pour la D, l'oxydation du cétone ionisable permet d'obtenir un mélange d'acide carboxylique. Oui. Oui, Oui. pareil, c'est une réaction que vous trouvez dans le cours cétone et aldéhyde. En fait, ça marche que sur les cétones ionisable. Sinon, ça marche pas. Voilà. Du coup, jusque-là, on a A, B, C, D vrai. Ensuite, la E, la réduction du composé 2, c'est-à-dire toujours une cétone, dans un milieu acide et en présence de chaleur, produit un alcane, son nom, Tlemcen. C'est vrai, ça, non? Ouais, c'est vrai. Et si on a un milieu basique, ça s'appelle comment la réaction? Worsküchner, je sais pas quoi, Worsküchner. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, là, c'est bon coup. Ensuite, la 5, l'item 1, on vous dit la réduction d'un amide conduit à la formation d'une amide primaire. C'est pas l'inverse? Ah non, en fait, je sais pas. Du coup, Ben non, c'est vrai. ouais, c'est vrai.
la réduction d'un amide donne un amide primaire, la réduction d'un amide N substitué va donner un amide secondaire et celle d'un amide NN désubstitué va donner un amide tertiaire. Voilà, c'est des réactions à prendre par cœur. Ensuite, on vous dit la réduction d'un amide NN substitué conduit à la formation d'un amide secondaire. Bah, du coup, tu viens de le dire. C'est vrai? Du coup, c'est vrai? Ouais. Ah, moi, je pensais que c'était faux. L'amide NN désubstitué, ça se réduit en amide tertiaire. Ah ouais, c'est N substitué qui. Ouais, non, C'est je m'en ai ça. pas. Non. Tu as raison. Pas grave. La réaction est un procédé thermique conduisant à la formation d'un alcène. Du coup, Bah oui, non, parce qu'il y a la chaleur. Moi, je- Mais si à la chaleur, c'est pas une élimination. là, non, c'est pas des éliminations. Ça fait référence. Est-ce que c'est un procédé thermique déjà? Oui. Oui. Est-ce que ça permet de former un alcène? Je crois pas. On aura quoi en 1? C'est les réactions que vous trouvez dans le cours d'acide carboxylique. Il n'y a personne qui sait. Moi, perso, je sais pas. Moi non plus. En 1, on aura un alcane. Vous avez dans le cours 3 réactions de décarboxylation. On les appelle comme ça parce on aura un dioxyde de carbone. On aura un CO2 en gros. Et dans les 3 réactions de décarboxylation, vous allez avoir un alcane. Vous avez procédé thermique qui est celui-là. Vous avez un autre procédé qu'on va voir dans l'item D. Et vous aurez le procédé aussi électrolytique avec une anode. Vous vous rappelez ou pas? Ah ouais, un peu. Ok, ça va. Du coup, là, si elle est fausse, on aura un alcane. La réaction correspond à la réaction de Heinz-Decker conduisant à la formation d'un alcane. Mais du coup, oui. Ah non, attends. Non, il y a une partie qui est fausse. Ah, c'est pas lui. Non? Je sais pas. De quoi? Hmm. Est-ce que c'est Heinz-Decker? Mais oui, c'est ça ma question, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Dans Heinz-Decker, vous avez du dibrome. Du coup, c'est un procédé thermique parce que vous avez le petit triangle, mais vous n'avez pas le dibrome. Voilà. Mais on a bien la formation d'un alcane. À l'item 1, je vous dis le composé 1 peut subir une réaction d'halogénation radicalaire qui se fait en 3 étapes. C'est vrai. C'est vrai, c'est trop facile. La E. Voilà. Halogénation radicalaire qui se fait en 3 étapes, c'est le couple alcane. La première partie. Excuse-moi. Oui. Est-ce que la D, la réaction, elle a un nom particulier ou pas? Parce que si c'est pas une Zicker, genre, Ça, est-ce qu'elle a, en elle rouge. a un nom spécialisé ou pas? La réaction. Non, ça s'appelle juste le procédé thermique. Ah, ok, ça va. C'est juste procédé thermique. Après, les autres, ils ont ouais, électrolytique et SDK, c'est avec le dibrome et la température aussi. Ok, ça va, merci. Du coup, la 6. Dernière. L'hydrolyse d'un anhydride d'acide conduit à la formation d'un acide carboxylique. Hmm. Ça a bugué? Je sais pas. Ah non, rien, non, pardon. Du coup, pour la 6, l'item A, l'anhydride d'acide, est-ce qu'elle forme un acide carboxylique? C'est vrai. C'est aussi le cas pour la B. On vous dit l'hydrolyse d'un bromure d'acide conduit à la formation d'un acide carboxylique. C'est aussi vrai. Parce qu'en fait, tous les dérivés d'un acide carboxylique, s'ils subissent une hydrolyse, eh ben, ils se transforment directement en acide carboxylique. Que ce soit un anhydride d'acide, un bromure d'acide, un chlorure d'acide. Si on leur fait subir une hydrolyse, eh ben, on aura à la fin un acide carboxylique. Voilà, du coup, la A et la B, c'est des items qui sont vrais. Ensuite, la C,
En cas de substitution nucléophile sur un carbone sp2, pardon, l'anhydride d'acide est plus réactif qu'un chlorure d'acide. Vous avez une flèche dans le cours de l'acide carboxylique avec l'ordre de qui est plus réactif que l'autre. Vous en rappelez ou pas? Oui. Et du coup, là, c'est Attends, j'y arrive pas à lire. Attends. Mais c'est faux. faux? Oui. Voilà. Oui, c'est faux. Voilà. Et la D, en cas de substitution nucléophile sur carbone sp2, un amide est moins électrophile qu'un ester. C'est vrai. Oui, un amide est bien moins électrophile qu'un ester. Dans l'ordre, on a un chlorure d'acide qui est plus électrophile qu'un anhydride d'acide. Ensuite, on a un anhydride d'acide qui est plus électrophile qu'un ester. Et l'ester, il est lui plus réactif qu'un amide. Voilà. Ensuite, pour la E, on nous dit la réduction d'un nitrile mène à la formation d'une amide primaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réaction que vous voyez à la fin du cours d'acide carboxylique. Voilà. Pour la 7, vous avez une réaction qui tombe souvent en anal. La réaction correspond à une acylation du cétone inolisable. Non. Non, c'est quoi? Je sais pas, mais les acylations, on peut pas les faire, non, C'est sur les trucs à 3 oh, là. c'est vrai, c'est pas une acylation, c'est une alkylation. Ouais, voilà. Est-ce que le produit, c'est Malade? le cétone inolisable? Pardon. T'es malade? Oui, Tu tousses depuis tout à l'heure? oui, réel. Ah, ok. Le produit est une cétone inolisable pas pour le réactif. Le produit. Non. Qui a répondu, s'il vous plaît? J'ai pas entendu, désolé. C'est moi, c'est faux, non? Euh, Tu peux me dire c'est quoi un cétone inolisable, s'il te plaît? Veut dire quoi? Le cétone inolisable. Bah, c'est une cétone qui peut être énolysée, je sais pas. En fait, une cétone inolisable, c'est une cétone où c'est un carbone alpha, c'est-à-dire le carbone lié au carbone qui porte la double liaison avec le O, possède un H. Est-ce que tu as compris mon explication ou pas? Ouais. Du coup, là, le carbone alpha, du coup, des deux côtés, on a un carbone alpha à gauche où il porte un seul H, on a un à droite qui porte deux H. Et est-ce que le produit sera une cétone inolisable? Là, le réactif, oui, il est, mais est-ce que le produit le sera? En fait, oui, il le sera toujours parce que du côté droit, on conservera toujours les deux H. OK? Ouais. C'est bon? Pour la C, l'oxydation du produit, c'est-à-dire 1, est un mécanisme facile à réaliser. On aura quoi en 1? Non, pas du tout. Chut. On aura... Oui, c'est ça. Oui, on aura une Ah, cétone. voilà. Est-ce que c'est un mécanisme facile à réaliser? Non, c'est difficile. C'est ça. C'est qui est facile à réaliser du coup? C'est l'aldéhyde. L'aldéhyde. Oui, c'est ça. La D, la réduction du produit permet de former un alcool secondaire. Ça, on l'a déjà vu dans les thèmes qui ont précédé. Oui. Oui. Et la réduction d'un aldéhyde, ça donne quoi? Ben, le primaire. Et la réduction d'un acide carboxylique, ça donne quoi? Ben, Oula, je l'ai pas, lui. Pareil, ça donne aussi un alcool primaire. Ok. Et du coup, est-ce que vous savez faire la réaction ou pas? Oui. C'est rien qui a parlé? Oui.
Ok, Nathan, tu sais faire la réaction? Non. Et il y a une fille qui parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Mao. Est-ce que tu sais faire la réaction? Ben, t'entends quoi par faire enfin, savoir faire la réaction? C'est-à-dire me trouver le composé 1. Ben, faut que j'écrive toute la réaction et... Ben, on t'attend. Ah non, mais du coup, non, je sais pas la faire, du coup, Ok. Du coup, vous avez le CH3 qui est là. Il va venir, il va prendre la place du H du carbone alpha. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Et du coup, vous allez avoir, on écrit un CH3, un CH2, un carbone, un CH3, en fait, c'est celui-là. On a notre CH3 qui fait partie du CH3Br, qui va venir, qui va se fixer ici. Oups, je sais plus comment ça marche. Alors, hop, on va venir, il va se fixer là. Et on aura toujours notre cétone avec le CH2 et le CH3. Est-ce que ça va? Oui, oui. Ouais, ça va. Ouais. Du coup, on aura juste le CH3 qui va venir et qui va prendre la place du H. C'est tout. On aura toujours une cétone qui est inolisable parce qu'on a toujours un H sur le carbone alpha. Et on aura une cétone. Et du coup, est-ce que la nomenclature de la E, elle est vraie ou pas? Elle est vraie. Ok. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Nathan? Attends, je suis en train d'essayer de voir la nomenclature. Ok, pas de souci. Mais pourquoi ils mettent 4,4 diméthyl En fait, En pourquoi fait, c'est 4,4? bah, parce que tu as quatre. Attends, je sais pas écrire. Ah, c'est bon. Hop. En fait, tu as quatre substitutions CH3. T'as quatre. En fait, tu as deux substitutions CH3 ici, en position 4. Tu fais 1, 2, 3, 4. Ah, mais Et oui, quand on a. en fait, j'ai commencé à compter de l'autre côté sans faire exprès. Ok. Alors, en fait, on prend du côté droit parce que ça va donner l'indice le plus petit à l'acétone. Ouais, ouais, je viens de voir que. Ouais. Ok. Du coup, pour les bonnes réponses, c'est BDE. On passe à la 8. Là, on a un acide. Euh, on vous dit en A, le produit est formé par une réaction d'hydrogénation sur un acide désubstitué. Vrai, faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est la première réaction des acides. On a deux façons de faire une hydrogénation et celle-là en fait partie. Du coup, la A, elle est vraie. B, on vous dit le composé 1 correspond à un acide Z obtenu par une 6 addition. C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est une hydrogénation du réactif dans des conditions radicalaires produit un ACN E. C'est vrai. C'est vrai, c'est la deuxième façon d'avoir un ACN E. On a soit celle-là, on obtient un ACN Z par une 6 addition, soit la deuxième, on obtient un ACN E avec du NH3 et du Na. La D, le composé 2 est un aldéhyde. Du coup, on passe là, on a un alcène, du coup, qui subit une oxydation forte. On aura quoi en 2? Mais tu vois, moi, par exemple, j'arrive pas à. Par exemple, quand il y a un produit, par exemple, là, on obtient un alcène, j'arrive pas à refaire la conversion. Ok, est-ce que tu arrives à positionner les hydrogènes? À positionner les hydrogènes? Oui, parce qu'en A, tu obtiens un alcène Z par une 6 addition. Est-ce que tu sais comment ça s'écrit un alcène Z, 6 Ah oui, addition? oui, ah oui. Ok, du coup, pardon. Du coup, ton alcène, lui, il va subir une oxydation forte. Et dans le cours, vous avez vu qu'une oxydation forte, là, ton alcène, c'est un alcène Z. Du coup, on aura les hydrogènes
qui vont se positionner comment? SNZ, 6 addition, ça va s'écrire comment? Ben, les H, ils sont vers le haut, genre dans la même ligne. Ok. Non. Hop. Mais, mais je fais n'importe quoi. Stresse pas. Pardon. Du coup, hop, là, on a un ACN Z par une 6 addition, et là, qui subit une oxydation forte. Une oxydation forte, ça veut dire qu'on aura une coupure oxydante. Ça veut dire que ton ACN, il va être coupé là au milieu. Est-ce que ça va, Nathan? Est-ce que là, ça va? Ouais, ouais, c'est bon, c'est super. Ok. Et du coup, là, comme tu as... En fait, là, il a seulement 10 substitués. Ça veut dire que tu as 2 CH3 en haut, et en bas, tu as 2 H. Quand il va subir une coupure oxydante, pardon, on aura un O qui va se rajouter ici, et un autre qui va se rajouter là. Ok? Pourquoi un O? Ah ouais, non, C'est... c'est bon, En oui, fait, oui, c'est bon. Ok, ouais. ok. Ok, ouais. Et en fait, on a, avant, afin d'avoir un acide carboxylique, avant, on a un aldéhyde. En fait, c'était ça le piège, entre parenthèses, c'est pas vraiment le piège. Lorsqu'on dit le composé 2 pardon, est un aldéhyde, c'est faux. C'est pas un aldéhyde, c'est un acide carboxylique parce que l'aldéhyde, c'est instable et du coup, on passe à un acide carboxylique. Est-ce que ça va? Ouais, mais juste une petite question, parce qu'en gros, Oui, dans les fiches qu'on a reçues, enfin que Dan nous a envoyées, il y a écrit acide éthanoïque, c'est pareil, non? oui, l'acide éthanoïque parce que tu as deux carbones. Ah, ok, ça va. Euh, Deux carbones, on met le préfixe éthane. Enfin, étain. Ok, ok, ça va. Là, si vous avez un CH... Pardon. Ah. Là, si vous avez un autre CH3, là, on aura un acide carboxylique et un cétone. Parce que là, on n'a pas de H en bas. Et on aura un groupement comme ça. Hop, avec une double division avec le O. Du coup, on aura une cétone et un acide carboxylique si on avait un CH3 en bas. C'est-à-dire si c'était très substitué. Du coup, là, l'hydratation du deuxième composé permet d'obtenir un composé très instable. Ben non, parce que tu as dit que c'est stable, au final. Bah, bah oui, c'est un acide carboxylique. Du coup, la E, c'est un item juste pour vous mener à l'erreur parce que bah, des fois, quand on trouve la D qui correspond un peu à la E, on met juste. Du coup, c'est faux. On aura un acide carboxylique et on n'a pas eu d'hydratation d'acide carboxylique. Mm. Du coup, les bonnes réponses, c'est A, B, C. La 9. Alors, cette réaction est une halogénation sur un acide vrai. C'est vrai? Alors, C'est pas Non, une. attends, c'est hydrohalogénation, non? c'est ça. C'est une hydrohalogénation. Vous avez un HBr, vous avez un hydrogène et un Br. Le Br, ça fait partie des halogènes. Du coup, ça fait une hydrohalogénation sur un acide, sur un acide vrai. Le produit est formé selon la règle de Markov-Vikov. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La C, on vous dit, l'halogène pardon, se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, soit le moins substitué. C'est pas le plus substitué. C'est ça, c'est faux. L'halogène, il va se fixer sur le carbone le moins hydrogéné parce qu'on a plus de substituants et du coup, il va se fixer sur le carbone le moins hydrogéné, soit le plus substitué. C'est ce qui énonce la règle de Markov-Vikov. La D, en ce qui concerne les acines, la règle de Markov-Vikov s'applique seulement dans le cas des acines vraies. Ben, c'est toujours vrai, non? C'est toujours vrai. Les acines vraies, vous avez un H qui est relié à un des côtés. Du coup, on n'aura pas les mêmes substituants. Ce ne sera pas symétrique. Si vous avez un acine dissubstitué, vous aurez du coup un CH3 de ce côté, par exemple, et un CH3 de l'autre. Vous aurez les mêmes composés. Du coup, on ne pourra pas appliquer la règle de Markov-Vikov. Pour la E, l'activation du réactif par l'amidure de sodium permet d'obtenir un ion alcinure
qui est une espèce nucléophile. Bah, je sais que c'est vrai, mais je sais pas si c'est une espèce nucléophile. Ok. Et les autres, du coup? Ben oui. C'est vrai. C'est bien une espèce nucléophile qui va réagir avec des espèces électrophiles. En fait, dans le cours, on vous dit on peut l'activer soit avec une base, soit avec un métal. On vous donne l'exemple de l'amidure de sodium. Mais oui, ça va donner une espèce pardon, nucléophile qui, elle, va réagir avec des espèces électrophiles et qui va donner, dans l'exemple du cours, je me rappelle, à la fin, ça redonne un alcyle désubstitué. Voilà, du coup, les bonnes réponses, c'était BDE. 10. Les acides sont des composés qui subissent des réactions d'addition électrophile et des réactions d'oxydation. Ben c'est vrai. C'est vrai, c'est écrit au début de la partie des acides. C'est pareil pour les alcènes. C'est pour ça que je vous ai dit de bien comprendre les alcènes, c'est parce qu'ils subissent les mêmes réactions, addition électrophile et oxydation. Pour la B, l'hydratation d'un acide vrai conduit à la formation de l'énol comme produit final. Et ça produit pas un mélange céto-énolique? Oui, il y a le mélange cétonique, mais est-ce qu'on aura l'énol comme produit final? Je sais pas. Je pense que... Bah non, du coup. Non, on aura le cétone comme produit final. Et dans le cours, c'est écrit que vous devez raisonner avec l'acétone l'énol, l'énol parce que De l'eau, on t'attend. parce que c'est pas stable. De l'hydratation, on a une tautomérie cétoénolique qui correspond à un déplacement d'un atome d'hydrogène et d'électrons. Ben, t'en parlais, Nathan, du coup, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah, au final, oui. C'est vrai. Euh, Tautomérie cétoénolique ou équilibre cétoénolique, c'est exactement pareil. Ça va donner un énol qui va ensuite se déplacer en forme de cétone. Du coup, la C, elle est vraie. La D, on vous dit, c'est une réaction qui se passe dans des conditions radicalaires. Là, on vous parle de l'hydratation. Ben non. Non. On aura l'application de la règle de Markov-Vikov, c'est écrit dans la réaction. Markov-Vikov, c'est ionique. Et du coup, ça se passe dans des conditions ioniques. Et là, on vous dit une oxydation forte sur le réactif. Le réactif produit un mélange d'acide carboxylique. Mais j'aurais pas oublié la réaction par hasard. Ouais, j'ai oublié la réaction. Ah. Moi, je la mettrais. Ah non, bah non, c'est écrit, c'est un acide vrai. Dans la B, l'oxydation forte sur un acide vrai, est-ce que ça donne un mélange d'acide carboxylique? Euh, Oui, non? Oui ou non? Ben oui. Oui, c'est vrai. Ces réactions, c'est écrit, elle est écrite exactement comme ça. Vous avez un acide vrai qui subit une oxydation forte, on aura un mélange d'acide carboxylique. C'est tout. Du coup, les bonnes réponses, c'était A, C, G. Pour la 11, l'addition de l'ammoniac à une cétone mène à la formation d'une inamine. Euh... Je pense que c'est vrai, non? Je crois pas. Attends, non, attends, je réfléchis. Pas de souci. Va boire. J'ai déjà bu, ça marche pas. Ah bon? Prendre du Oui, miel. merci. Du coup, ammoniac, cétone, Ben non. ça donne quoi? Ben ça donne... L'ammoniac, c'est une imine, non? Mhm. Ben voilà. Bah, du coup, ça donne une imine. Oui. Ammoniac avec le cétone, ça donne une imine. Une inamine, c'est faux. En fait, on ne raisonne pas avec l'acétonaldéhyde, on raisonne avec le type d'amine que vous allez avoir. Pour la B, le cétone, pardon, le cétone réagissant avec l'hydroxylamine produit de l'oxyme. Du C'est coup, vrai. c'est vrai, merci. De rien. Euh, Vous avez quatre réactions
dans un encadré rouge. Cétone avec l'hydroxylamine, ça donne bien l'oxyme. Avec l'AC, c'est pareil. Vous avez le cétone qui réagit avec l'hydrazone. Est-ce que ça donne de l'hydrazine? C'est ben, c'est l'inverse. C'est C'est l'inverse. l'inverse, oui. Oui, c'est l'inverse. C'est l'hydrazine qui réagit avec le cétone qui va donner un hydrazone. Du coup, pour la D, l'addition de l'acide cyanhydrique à une cétone produit une cyanhydrine. C'est une réaction pareille, écrite texte tout court. T'as dit quoi? Avec une cétone, ça donne une cyanhydrine. Mais j'ai pas entendu le début, ça a coupé. Il n'y a pas de début. Je peux. Ah, ok. Enfin, J'ai pas... juste Non, le non, thème, il suffit. j'ai pas entendu le début de la phrase. Là, je dis que c'était texte tout court. Ah, ok. Du coup, l'acide cyanhydrique avec le cétone, est-ce que ça donne une cyanhydrine? Euh, Bah oui, oui, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai? L'acide cyanhydrique, euh, vous avez une triple liaison. Avec phase réagir avec le cétone, ça va donner cyanhydrine. Ça se ressemble à l'acide cyanhydrique, cyanhydrique. Vous vous rappelez comme ça. Ensuite, dans la E, on vous dit dans les oxydations des cétones et aldéhydes, on obtient dans les deux cas un acide carboxylique. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a plus. Ah, voilà. Du coup, cétone et aldéhyde, est-ce que dans les deux cas, on obtient un acide carboxylique? Mais j'entends pas, il y a des coupures. Oui, c'est de ma faute. Est-ce que l'oxydation des cétones et aldéhydes, ça donne un acide carboxylique? Oui, je sais pas. Oui, oui. Est-ce que- Oui. Dans le cours, on vous dit que l'oxydation des aldéhydes, elle est plus facile que celle des cétones. Parce que dans l'aldéhyde, on utilise certes du KMNO4, mais c'est bien dilué, etc. Contrairement à celle de l'acétone, on utilise quelque chose de plus concentré avec une plus grande chaleur. Du coup, dans les deux cas, l'oxydation, elle va donner un acide carboxylique. C'est juste que la façon de faire, elle est différente. Pour l'acétone, c'est beaucoup plus difficile à faire, contrairement à l'aldéhyde. Voilà, du coup, on aura les bonnes réponses, c'est B, D, E. La réponse 12, la question 12, pardon. C'est des questions que je pense que vous avez déjà vues et elles sont super faciles aussi. C'est des phrases en fait qu'on retrouvait pour présenter chacun des groupements. Du coup, là, A, les alcynes sont des hydrocarbures insaturés constitués de deux carbones sp. Oui, Oui, oui. c'est vrai. Les alcynes sont des hydrocarbures saturés possédant une structure plane. Il se faut, c'est insaturé, non? Oui, c'est insaturé. Vous avez une double liaison dans les alcènes, une triple liaison dans les alcynes. Ensuite, on vous dit les alcanes sont des hydrocarbures saturés uniquement composés de carbone sp3 et d'hydrogène. Hmm. Du coup, Oui. oui, c'est vrai. Ah. C'est texte court. Pour la D, les alcanes ont une réactivité faible due aux fortes liaisons entre les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène. La D, Livré. c'est vrai, vous avez une réactivité faible. Euh, vous aurez des... En fait, vos liaisons elles sont trop fortes parce que les carbone-carbone, c'est pas une liaison qui est polaire. Du coup, il y aura une très faible réactivité euh, due aux fortes liaisons. Du coup, la D aussi, elle est vraie. Et la E, la principale réaction des alcanes est la substitution radicalaire. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, on aura les bonnes réponses A, C, D, E. Bah, c'est moins les alcynes qui sont insaturés et pas saturés qui fait que la réponse B est fausse.
Ensuite, on a la 13. C'est la 13. Pardon. La 13, c'est des questions de. À partir de la 13, c'est des questions de thermodynamique. C'est Dan qui m'a demandé de vous faire ça. Thermo, c'est des questions, c'est des items sur les définitions. Du coup, si vous connaissez votre cours, vous répondez facilement. A, dans des conditions de pression constante isobar, l'énergie totale correspond à l'enthalpie. Bah, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez une pression constante, isobar, l'énergie totale correspond à l'enthalpie. Et si on a une énergie utilisable, on aura quoi comme enthalpie? Libre. On aura une enthalpie libre, du coup la B est fausse. Une transformation sera dite irréversible si le système passe de l'état initial à l'état final par une infinité d'états intermédiaires, infiniment peu différents d'états d'équilibre successifs. C'est Ouais, pas une c'est transformation sera dite c'est réversible. faux. C'est faux parce que c'est une C'est transformation réversible. réversible. Ouais, c'est Exactement, c'est ça. Du coup, la B et C sont faux. Pardon. Les fonctions d'état sont additives et les variables dépendantes. Bah, c'est l'inverse, non? Non, l'erreur, elle n'est pas là. Enfin, non, attends. C'est additive et extensive, non? Ouais, c'est Ou pas du extensif, tout? mais la D, il y a un petit piège, mais c'est Elles pas sont pas dans... dépendantes? C'est ça, c'est indépendant. C'est des verbes indépendante, qui ouais, se c'est dépendent. intensif. C'est ça, c'est totalement indépendant. Vous avez des fonctions d'état qui sont additives, indépendantes. C'est une phrase prise du cours. La E, pareil, phrase prise du cours, pardon. L'enthalpie libre standard de formation des corps simples sont nuls. C'est vrai. C'est vrai, elle tombe souvent au concours. Tu peux apprendre par cœur. La 14, pardon. Le premier principe de la thermodynamique lance que si un système subit une série de transformations qui le ramène dans son état final, l'énergie totale échangée avec l'extérieur est nulle. La définition du premier principe, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Elle est fausse. Pourquoi? Parce que c'est pas final, c'est le premier, c'est l'initial. C'est ça. Mais C'est ça. Ça ramène pas à son état final, ça veut rien dire, ça ramène à son état initial. Ensuite, le deuxième principe de la thermodynamique énonce que l'entropie des systèmes est un état microscopique et fonction du nombre de ces états macroscopiques. C'est ici, inversé. Pardon? C'est inversé. C'est ça. C'est énonce que l'entropie d'un système est un état macroscopique et fonction de ces états microscopiques. C'est l'entropie standard de formation des corps simples est nulle. c'est faux. C'est C'est faux. faux, ouais. Elle est non nulle. Les non nuls, j'ai inversé la C et la D. Les enthalpies standards de formation des corps simples sont toujours non nulles. C'est faux. Mais du coup, c'est encore faux. C'est encore faux. Et du coup, les thèmes, pardon, tous les thèmes sont incorrects. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, c'est faux. Bah oui, du coup. C'est vrai, pardon. La 15. A. L'enthalpie est considérée comme exothermique à pression constante dans le cas où votre enthalpie est inférieure à 0. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Vous êtes d'accord? C'est pas hexergonique? Non, 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 Ah, j'ai une connerie. exact. Non, non, attends, j'ai une connerie. J'ai rien dit. C'est bon? Ouais, Du coup, la A, elle est vraie. La B, en parlant d'hexergonique et endergonique, on vous dit une enthalpie endergonique à pression constante dans le cas où delta G est supérieur à 0. C'est vrai. C'est vrai. Et hexergonique, dans quel cas? Quand c'est ouais, inférieur à 0. C'est ça. Une réaction est spontanée lorsqu'elle présente une enthalpie hexergonique. c'est vrai. Hmm. C'est vrai. Et elle est non spontanée dans le cas où elle présente une enthalpie endergonique. Pour ceux... Pardon. Pour ceux qui veulent faire pharma, vous aurez un cours de 65 pages sur la thermodynamique au deuxième quad.
voilà, et vous allez reprendre tous ces notions-là, des organiques et inorganiques, de façon plus approfondie. Du coup, la D, une réaction est spontanée lorsqu'elle présente une enthalpie inorganique. Non, c'est C'est faux. faux, C'est du coup. faux. Oui, on a répondu ensemble. Et la E, enfin, on vous dit une transformation IA dialectique lorsqu'elle présente un échange de chaleur avec le milieu extérieur. C'est C'est faux. faux. C'est sans C'est échange faux, de chaleur. Ouais, elle présente rien du tout. exactement. C'est ça, c'est parfait. Lorsqu'elle présente pas de... En fait, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur, on dit qu'elle est adialectique. Du coup, les bonnes réponses, c'est A, B, C. Et le QCM est donc fini. Bravo. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, merci beaucoup. T'as été super. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Réane. De rien. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage et à la prochaine. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au Bisous, revoir. au revoir. Hé, Nathan, tu m'entends? Ah, Ouais, ouais, je t'attends. coucou. Vas-y,